Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, cette semaine je ne reçois pas un invité, mais deux invités, c'est pas complètement un entretien. C'est un échange que je vous propose, un échange autour des enjeux des élections législatives ici en Loire-Atlantique. 10 circonscriptions sont à renouveler dans le département, 9 aujourd'hui sont entre les mains de la gauche. Alors quels sont les territoires qui risquent de basculer à droite, En Marche ou ailleurs, pourquoi pas? Quels sont les enjeux? La Loire-Atlantique est-elle représentative de la France sur ce scrutin? Quel regard peut-on porter sur cette campagne? Eh bien, pour en parler, je reçois deux invités. Arnaud Leclerc, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, on vous connaît bien sur Télé Nantes, maître de conférences à l'Université de Nantes et aussi directeur de la Maison des sciences et de l'homme et de la société Ange Guépin. Voilà. Et puis Antoine Denécher, bonjour Antoine. Bonjour Cécile. Un confrère de France Bleu Loire-Océan, où vous êtes donc journaliste. Merci à vous deux d'être avec nous dans l'entretien. Alors avant de rentrer dans le cœur des législatives, j'avais envie qu'on se remette en mémoire et qu'on vous remette en mémoire les résultats des présidentielles. Ici, en Loire-Atlantique, puisqu'on va essayer de comprendre le lien éventuel qu'il y a entre un vote à la présidentielle et puis les législatives. Alors, Loire-Atlantique, on l'avait vu, la France insoumise, Mélenchon avait fait beaucoup mieux qu'au niveau national. François Fillon avait fait moins. C'était des résultats au premier tour qui ne ressemblaient pas aux résultats nationaux, hein, Arnaud, je ne me trompe pas. Et puis au second tour, très différent aussi, puisqu'en Loire-Atlantique, on a un Front National plus faible qu'au national. Voilà, le second tour, ce n'est pas pertinent du tout pour les législatives. Le premier tour, ça donne une indication. Simplement, il faut savoir que lorsqu'on enchaîne une législative derrière une présidentielle, il y a au moins deux facteurs clés. Le premier, c'est que l'abstention grimpe énormément, parce que beaucoup de Français considèrent que le choix politique est d'ores et déjà fait. Donc il faut s'attendre à une abstention de l'ordre de 40% minimum. Sur le premier tour des législatives et le second aussi, probablement. On l'a chaque fois, et au second, ça grimpe encore. Donc là, c'est un premier élément qui change déjà beaucoup la donne. La deuxième chose, c'est que le président nouvellement élu bénéficie d'un effet de souffle important à chaque fois. Et ça a évidemment des conséquences très importantes sur le résultat et des conséquences aussi négatives pour les autres candidats. C'est-à-dire que lui a un effet de souffle, les autres ont des effets de rétrogradation. Donc en gros, vous nous dites, il y a de fortes chances quand même que le mouvement En Marche, y compris ici en Loire-Atlantique, où il avait fait un carton quand même, hein, on l'a vu, bénéficie d'un report logique et d'une adhésion pour les législatives en fait. Exactement. Ça semble évident. Une partie des électeurs considère que l'enjeu, enfin une grande majorité des électeurs considèrent que l'enjeu c'est de donner une majorité au président. Plus que telle ou telle figure locale, c'est cette question-là qui est la question principale sur laquelle les gens vont trancher. Sur ce point, Antoine ? Oui. Ce report, ça vous semble logique aussi? Oui. Vous le pressentez? Il suffit de voir ce qui s'est passé en 2012. On a eu la vague rose avec François Hollande et on avait 9 circonscriptions sur 10 qui étaient soit pour le PS, soit pour Europe Écologie Les Verts. Et même la dernière sur la presqu'île guérandaise, à 2000 voix près, elle aurait presque pu basculer à gauche. Donc il y a eu la vague rose en 2012 et aussitôt après aux législatives. Et même si on se souvient en 2007, victoire de Nicolas Sarkozy, il y a eu une vague. À l'époque, en 2007, il y avait 6 députés de droite ou du centre en Loire-Atlantique sur 10. Hein. Donc oui, ça fonctionne à tous les coups. Un président est élu, il est en place. En plus, il ne fait pas trop d'erreurs. J'ai envie de dire, on a envie de lui donner une majorité à l'Assemblée nationale. Les Français ont envie, globalement. Je pense que c'est ça l'idée. Après, on va sans doute en parler. Il peut y avoir des anicroches et il peut se passer des choses qui font que la vague sera plus ou moins élevée. Oui, alors on va en parler, on va revoir aussi les résultats sur Nantes, parce qu'eux aussi étaient intéressants. Ça montre aussi que ce territoire-là n'est pas forcément tout à fait semblable au territoire national, où Jean-Luc Mélenchon avait fait encore un très très bon score. Emmanuel Macron aussi avait fait un très bon score dès le premier tour. On parlera des anicroches que vous évoquiez, Antoine, mais il y a une autre question, c'est qu'En Marche est un mouvement très récent, on le voit dans le département, donc évidemment il a des candidats partout sur les 10 circonscriptions. Beaucoup, à quelques exceptions, on y viendra, sont des inconnus du grand public. Est-ce que ça risque d'impacter le vote? C'est vraiment là que la question est posée sans qu'on puisse vraiment donner de réponse aujourd'hui. Parce qu'on voit bien qu'il y a une aspiration très profonde à un renouvellement, mais en même temps, historiquement, les Français, à chaque fois qu'on leur a proposé des candidats jeunes et qui avaient une aspiration au renouvellement, ils les ont bâchés. Et ils ont préféré des candidats beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus identifiés, beaucoup plus dans la place. Donc, là, il y a une vraie interrogation, une vraie incertitude à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire qu'autant En Marche est en position de force lorsqu'il y a des leaders déjà identifiés et connus, autant lorsque ce sont des candidats complètement inconnus, complètement neufs, il y a quand même une incertitude. Ce qui risque donc de limiter peut-être l'effet présidentiel. Antoine, sur le côté un peu novice et renouvellement des candidats? Justement, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que c'est l'affichage d'En Marche, mais ils ont été, je pense, assez malins. Et quand vous regardez sur les 10 candidats, il y en a quand même, par exemple, 4 qui sont des élus déjà bien installés depuis longtemps. François de Rugy dans la première,
Sophie Errante, députée socialiste sortante dans le Vignoble, Yves Daniel dans la 6e. Vous avez aussi Yannick Horry, qui est le maire de Saint-Brévin, oui, d'hiver droite, ou en tout cas centre-droit, qui est candidat En Marche. Donc c'est quand même des notables locaux, des élus déjà positionnés. Donc voilà, il y a un savant équilibre avec, c'est vrai, des gens totalement inconnus et des figures, on va en parler. Il y a Valérie Opelt dans la 2, qui est la référente départementale d'En Marche, qui est inconnue, qui peut devenir députée demain. Il y a aussi une jeune candidate dans la circonscription de Saint-Nazaire. Non, vous pensez dans la 8e, mais dans celle de oui. Dominique Rimbaud également. Oui. Et c'est vrai que l'aspect inconnu, j'ai envie de dire, par exemple, dans la 4e, face à Dominique Rimbaud, qui est un député président de la commission des lois, très implanté dans cette circonscription au Sud-Loire, hein, Saint-Sébastien, Rezé. Ils mettent une inconnue. Bon, elle a beau avoir eu quelques passages médias, parce que c'est une handballeuse, elle a été professionnelle, donc elle a eu quelques sujets. Voilà. Puis elle est jeune. Je pense que ça va être difficile pour elle quand même. Hein. L'effet nouveauté, c'est compliqué face à quelqu'un d'installé, de connu et qui, entre guillemets, dont on considère qu'il fait bien le boulot. Alors en même temps, c'est récurrent quand même dans des élections législatives, y compris le nombre de candidats. Il y en a 156 cette fois-ci en Loire-Atlantique. Je crois que c'est une grosse dizaine de plus que la dernière fois. Donc il y en avait déjà beaucoup. Et à chaque fois, il y a beaucoup de têtes nouvelles. C'est quand même le propre de ces élections qui multiplie les candidatures. Avec une petite différence quand même. D'abord, la concurrence par circonscription ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. Donc quand même, on arrive à des niveaux incroyables. Il y a quand même beaucoup de circonscriptions. On a 17-18 candidats. 19 sur la 2e, celle du centre-ville de Nantes, c'est énorme. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et puis, la nouveauté, les candidats nouveaux sont souvent dans les petits partis. Là, la grande différence, c'est que c'est le parti cardinal, celui du président, qui présente énormément de nouveaux candidats, et aussi même les autres partis, dans la mesure où il y a eu un effet de renouvellement considérable par les nouvelles lois sur le non-cumul. Donc du coup, il y a un paysage vraiment très nouveau qui s'installe. Ça, c'est peut-être une bonne nouvelle pour la politique et peut-être l'intérêt des gens pour la politique. Ils ont peut-être envie de renouveau. Est-ce que c'est pas ce qu'ils ont voulu dire en élisant Emmanuel Macron, qui s'était lancé dans la course à la présidence juste un an avant? Peut-être, mais est-ce seulement une question de visage? Ça... Mystère. La question du renouvellement, c'est peut-être aussi une manière différente de faire de la politique. Et là, on est pour l'instant dans la position d'attente pour voir s'il y a autre chose que du renouvellement des visages. J'ai même envie de dire, on a une première indication avec l'affaire Richard Ferrand, qui est un ministre très proche d'Emmanuel Macron, empêtré dans une affaire de favoritisme, présumé innocent évidemment. Il y a une enquête préliminaire qui est ouverte. Voilà, image de renouvellement, mais quand on lit les différents articles, notamment celui du Monde, on voit bien qu'il y avait une porosité entre sa vie privée et sa vie publique qui ressemble étrangement quand même à la vie d'avant. Et ce n'est pas exactement ce qu'Emmanuel Macron voulait présenter. Donc, alors justement, ça fait partie des fameuses anicroches que l'on évoquait tout à l'heure, et il faut qu'on en parle. L'affaire Ferrand, vous l'avez dit, Antoine, merci pour la transition. Ce ministre empêtré donc, dans des affaires, des révélations de la presse. Alors, présomption d'innocence, évidemment, il y a une enquête, on verra ce qu'elle dit. Et puis, il y a le dossier Notre-Dame-des-Landes, qui est tombé là très récemment, la nomination des 3 médiateurs, qui crée un tollé pas possible, puisqu'ils sont décriés, notamment par les élus locaux ici en Loire-Atlantique, majoritairement favorables à ce projet d'aéroport. Et parmi les médiateurs, il y en a notamment un, il faut être clair, ancien pilote, très proche de Nicolas Hulot, et il est clairement contre ce projet d'aéroport. Est-ce que ça peut peser dans le vote en faveur d'En Marche ? C'est très difficile à dire. On n'a pas d'indicateur qui pourrait le dire dans un sens ou dans l'autre. Ce qu'on peut dire, c'est que ce dossier-là a surtout clivé l'électorat de gauche. Et donc, ça s'interprète dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est aussi un signe qui permet à l'électorat de gauche qui conteste ce projet de se rallier plus aisément au candidat Macron. De l'autre côté, on perd de l'autre sens. Voilà, donc, mais à droite aussi, puisque Emmanuel Macron et son mouvement ont essayé de grappiller quand même un petit peu de voix. Et ils en ont grappillé sur la droite. Et aujourd'hui encore, on voit bien que même à droite, il y a des élus qui ne se positionnent pas complètement dans une opposition franche à En Marche. C'est vrai, mais pour le coup, là, il y a peut-être un anicroche pour cet électorat-là. Et puis, il ne faut pas oublier, il y a un point sur lequel... en fait, il y a 2 points sur lesquels la Loire-Atlantique n'est pas représentative de la France, pour reprendre la question initiale. C'est... Tout de même, quand on a 9 députés de gauche sur 10, ça veut dire qu'on est un bastion de gauche extraordinairement ancré, ce que n'est pas la France de manière globale. Et puis, deuxièmement, on voit bien que le score des Républicains dans le département et même dans la région demeure extrêmement important. Il y a un niveau de résistance des Républicains qui est beaucoup plus important ici que dans le reste du pays.
Oui, je pense qu'on oublie un peu trop les Républicains, parce que c'est vrai que François Fillon a perdu l'élection présidentielle qui était imperdable, mais ils ont quand même un socle, hein, parce qu'ils ont réussi Ils l'ont score. ici, en Loire-Atlantique. Ils l'ont ici, vous avez donné les scores quasiment 20%. Le président de la région, Bruno Retailleau, a été élu quand même assez facilement, il y a même pas 2 ans, donc attention. Et je pense que, en effet, l'effet Notre-Dame-des-Landes, c'est vrai que l'électorat de droite est globalement favorable au projet. Plus peut-être un petit regain d'intérêt. C'est vrai qu'il y a eu un meeting, par exemple, à Vertou, lundi soir, avec François Baroin et Gérard Larcher. Les Républicains attendaient 500-600 personnes. Ils ont été agréablement surpris d'avoir 800-900 personnes. Alors ça reste qu'un meeting, ça reste des militants, mais il y a peut-être un petit regain. Et je pense qu'il faut peut-être s'intéresser de plus près aux Républicains. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Surprise, même ici en Loire-Atlantique sur les législatives. Éventuellement, ils ont eux aussi renouvelé les têtes, hein, de toute façon obligatoire, hein, avec évidemment la loi sur le non-cumul des mandats. Et puis il n'y a plus François Fillon, il ne fait pas campagne, il ne mène pas la campagne des législatives. Exactement, François Fillon n'est plus là, donc il faut surveiller. On sait très bien que dans la circonscription, la 7e, sur la presqu'île, Franck Louvrier, candidat LR, est archi favori. Hein, je veux pas. Il prendra la succession logiquement de Christophe Priou, qui ne se représente pas. Et effectivement, sur le papier, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Quoi, après, il y a la 6e circonscription avec M. Huneau, le maire de Châteaubriand. Il y a la 10e circonscription avec un jeune adjoint de Vertou. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas favori, mais ils ont des nouveaux visages aussi chez LR. Sur la capacité des Républicains, Arnaud, ici, là, pour les législatives... Ils ont surtout une capacité à résister, beaucoup plus forte ici. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent gagner de nouvelles circonscriptions en Loire-Atlantique. Mais ils peuvent par contre fortement résister. Et ça, c'est peut-être une donne qu'on a très fortement ici, qui n'existe pas ailleurs. Notamment la moitié est de la France, on peut dire que les Républicains sont en très grande difficulté. Ça a des effets immédiats, c'est-à-dire qu'on peut déjà dire le Front National est attendu bas. Déjà parce que dans cette zone, il est historiquement bas, mais dans des législatives après une présidentielle perdue, il a tendance à perdre des points à chaque fois. Et c'est un peu la même chose pour le France Insoumise. Oui, parce qu'on peut revoir les résultats pendant que vous expliquez ça. C'est qu'ils ont fait quand même un carton à la présidentielle ici, dans le département et à Nantes, par exemple. Personne ne s'attend à ce qu'ils confirment. En réalité. C'est ça. Mais il y a une dimension extrêmement personnalisée autour de la figure de Jean-Luc Mélenchon. Et puis, là, il y a eu des jeux de vases communicants, de votes stratégiques, de gens qui ont été votés Mélenchon, même s'ils étaient, par exemple, plus proches du Parti socialiste, parce qu'ils voulaient éviter un second tour, un droit de Front National, etc. Donc, il y a vraiment eu des stratégies un peu particulières de vote à la présidentielle qui expliquent ce score. Mais on ne peut pas tellement s'attendre à ce que ce soit reproductible sur les législatives. Ça, c'est assez étonnant. Alors, on va peut-être affiner et revenir sur les circonscriptions qui ont été citées. Notamment, je voudrais qu'on s'attarde sur les députés sortants investis par En Marche. C'est le cas donc de François de Rugy sur la première. On va rappeler quand même François de Rugy qui était Europe Écologie Les Verts, mais même Les Verts historiquement quand il a été élu à son premier mandat, grâce à un accord avec le Parti Socialiste, qui était son suppléant, c'était Pascal Bollot. Entre-temps, là, il a participé aux primaires du PS et puis il a quitté tout ça pour rejoindre En Marche. Très tôt, après la primaire de la gauche, et finalement, il est candidat à sa succession avec l'étiquette En Marche. Est-il menacé sur la première, François de Rugy ? Non. Clairement non. Non, alors si Julien Bavel regarde... Julien Bavel, candidat Les Républicains. Il y a Aymeric Sasso aussi pour le Parti communiste, soutenu par Benoît Hamon, soutenu par une partie de la gauche. Disons que c'est une circonscription centriste et il a l'étiquette du parti qui est favori de l'élection, En Marche, avec un positionnement centriste dans cette circonscription plutôt centriste. Il a eu, c'est vrai, des positionnements plus à gauche sur d'autres campagnes. Voilà, mais là, il revient plus au centre. Je le vois gagner. Voilà. Après, ça reste que ça vaut ce que ça vaut. Une partie de l'électorat peut ne pas comprendre cette trajectoire et la sanctionner, mais honnêtement, ce sont les gens très informés en politique. Ce n'est pas l'ensemble de l'électorat. Donc il n'a pas proprement parlé de risque là-dessus. Et les autres candidats sont plus marqués dans une circonscription qui est quand même difficile pour eux. Ça vaut pour Julien Bavel, ça vaut pour Aymeric Sasso. Vraiment, il a un boulevard. Yves Daniel, sur la 6e. La 6e, c'est le Châteaubriand, le Pays d'Ancenis. C'est une très grosse circonscription qui avait été entièrement redécoupée. Yves Daniel était socialiste, député socialiste. Aujourd'hui, il est La République En Marche. Il a eu l'investiture. Il y a, vous le disiez, Antoine, le maire de Châteaubriand, qui est candidat, Alain Huneau. Il est menacé, Yves Daniel, ou il risque de retrouver son siège à l'Assemblée juste en changeant d'étiquette ? Là, pour moi, c'est un tout petit peu plus compliqué que dans la première circonscription. Mais s'il faut se mouiller un peu, je dirais quand même que Yves Daniel reste favori. Il a l'étiquette En Marche qui correspond bien à Ancenis-Châteaubriand. Il ne faut pas oublier qu'il est soutenu par le maire d'Ancenis, Jean-Michel Tauby, qui est un UDI
et qui soutient, plutôt que de soutenir le candidat LR, il soutient le candidat En Marche. Ça, c'est très important dans cette circonscription-là, à mon avis. Donc je dirais avantage à Yves Daniel. Ce qui montre bien quand même, Arnaud, qu'avec le mouvement La République En Marche, et c'était le souhait d'Emmanuel Macron, les frontières sont complètement en train d'exploser en plein vol. Hein, c'est clair. C'est clair, c'est l'enjeu, et ça se fait à un moment où de toute façon il y a une usure très forte des partis gouvernementaux, donc d'une certaine manière, c'est la conséquence logique. Sur la 10e, maintenant, celle du Vignoble, c'est Sophie Errante. Donc là encore, députée socialiste, investie par La République En Marche. Alors, il n'y a pas de candidat PS en face, puisqu'il y a un accord national lié aux primaires, et donc du coup le PS soutient le candidat Europe Écologie Les Verts sur cette circonscription. Officiellement. Officiellement, c'est Brigitte Héridel. Ils n'ont pas mis de candidat quand même. Alors, je pense que le PS, il est quand même un petit peu... Officiellement, le PS soutient la candidate écologiste, vous l'avez dit, mais officieusement, la plupart des militants apprécient énormément Sophie Errante, et je ne serais pas étonné que les électeurs socialistes votent pour Sophie Errante. Après... C'est compliqué pour le Parti socialiste, Arnaud, là, ces situations-là. Bien sûr que c'est il est quand même dans il a ses candidats, des députés à lui, qui sont plus investis et qui, bien sûr, mais qui le quittent sans le quitter. Le Parti socialiste est en pleine décomposition, sans doute avant une forme de recomposition. Et donc, il y a ces mouvements-là, et je suis d'accord avec ce que vient de dire Antoine, très vraisemblablement, les électeurs vont suivre quelqu'un qui est connu, identifié, qui marche bien. Qui fait sur le terrain. Il y a des grandes chances. C'était très compliqué, effectivement, d'aller choisir un contre-candidat. Et c'est assez surprenant parce que je me souviens très bien que quand Sophie Errante a été élue en 2012, tout le monde disait « Oh, c'est dans la vague rose, elle ne fera qu'un mandat, c'est une circonscription de droite, c'est le Vignoble, c'était Serge Poignon précédemment ». Finalement, on se rend compte qu'avec l'étiquette En Marche, mais qui n'est pas du calcul stratégique, qui correspond vraiment à l'identité politique de Sophie Errante, elle reste favorite et finalement LR risque de ne pas récupérer cette circonscription dont tout le monde les voyait la récupérer. Après, je parle sous votre contrôle, Arnaud, mais il semble aussi que la démographie a évolué, y compris dans le Vignoble, comme elle a évolué aussi dans le Pays de Ré, avec les gens qui quittent la ville aussi, et que ces territoires-là se sont un peu gauchisés, un peu plus. Légèrement. Il y a un autre indicateur qui est extrêmement intéressant, c'est quand on regarde le premier tour pour la présidentielle et qu'on le fait par circonscription. Alors, on se rend compte qu'il y a 5 circonscriptions où Emmanuel Macron fait largement plus de 30%. Il y a les 4 de Nantes et celle-ci. Voilà. Donc, on voit bien que c'est là que ça pousse. Alors, on revient quand même sur le flou artistique autour des discours politiques et sur le thème de ces frontières qui explosent en plein vol. Michel Ménard, candidat socialiste sur le numéro m'échappe. La cinquième, voilà, la cinquième. On la voit à l'écran en plus. Qui se déclare ouvertement Macron compatible dans Ouest France, dans les colonnes de nos confrères de Ouest France dernièrement. Il déclarait « Moi, je suis candidat socialiste pour une majorité présidentielle de progrès ». Je pourrais le répéter, je pense, plusieurs fois. Tout ça reste un petit peu ambigu. Comment s'y retrouvent les lecteurs? Est-ce que, d'ailleurs, ça compte pour les lecteurs? Je ne crois pas, c'est-à-dire assez peu. Voilà. Encore une fois, on parle, l'électorat est divers. Il y a évidemment des électeurs qui sont extrêmement informés de ce qui se passe en politique, mais ils sont une minorité. Ceux-là peuvent entendre des messages comme ça et des positionnements de ce type. Mais une très grande majorité d'entre eux vont juste juger sur l'étiquette et le camp que ça indique. Donc si on est En Marche, on est pro-Emmanuel Macron, et si on est sous une autre étiquette, on n'est pas officiellement pro-Emmanuel Macron. Ça veut dire que si on suit votre raisonnement, Michel Ménard, il pourrait être menacé comme n'importe quel autre candidat, juste parce qu'il n'est pas En Marche. Oui, alors, est-ce que c'est pour ça qu'il se déclare un peu Macron-compatible quand même? Oui. Alors, c'est pour ça, mais ça correspond là aussi à un certain mouvement politique que d'ailleurs dans le département on trouve à plusieurs endroits. C'est-à-dire qui est quelque part la position aussi de Jean-Marc Ayrault, c'est de dire on maintient des candidats socialistes, mais on les déclare compatibles. Sauf que En Marche, ils ont besoin de leurs propres électeurs, de leurs propres élus, et qu'en l'occurrence, ici, ils ont une candidate qui peut troubler complètement la donne. Oui, alors moi je pense qu'en effet, Michel Ménard n'est pas serein parce qu'ils ont une jeune qui s'appelle Sarah El-Haïry, qui a 28 ans, qui est la présidente du MoDem, donc qui est bien dans une figure En Marche assez emblématique. En effet, Michel Ménard le sait très bien, puisque jusqu'au dernier moment, je peux vous dire qu'il a essayé de négocier, pas forcément pour être investi par En Marche, mais pour avoir personne d'En Marche face à lui jusqu'au tout dernier moment. Et c'est vrai que l'investiture d'En Marche est arrivée au dernier moment. Et puis, vous avez peut-être vu les images à Saint-Nazaire lors de la visite d'Emmanuel Macron. Qui est-ce qu'on voyait en permanence, et notamment sur les chaînes d'infos continue le soir, aux côtés du président? C'est Michel Ménard. Donc le message, c'était « Regardez, je suis socialiste, mais
Voilà, je suis proche du président, donc il a bien compris que pour l'emporter, il fallait quand même plutôt s'inscrire dans la majorité présidentielle. Et j'ajoute que ça correspond aussi plutôt à sa ligne politique, parce qu'il avait soutenu Manuel Valls lors de la primaire. La Loire-Atlantique est-elle représentative du territoire français? On l'a vu là en filigrane tout du long, non. Non. Clairement, non. Ça serait une erreur de vouloir se projeter sur les résultats par le prisme de ce qui se passe chez nous. Notamment parce que le Front National chez nous reste bas, alors que dans le reste de la France, n'oublions pas que Marine Le Pen était au second tour. Là, on n'a pas parlé du FN pendant toute l'émission. Non, mais ce n'est pas fini encore. Et il n'y aura pas de Front National, a priori, au second tour des législatives. En tout cas, ce sera une surprise. Alors qu'il y a plein d'endroits en France où le FN sera présent au second tour. Donc rien que pour ça, je parle sous couvert d'Arnaud, la Loire-Atlantique ne ressemble pas au reste du territoire. Non, complètement. L'échiquier politique et la manière dont se stratifie l'électorat ici, c'est totalement différent. Ça correspond presque à la France d'avant le Front National. Donc c'est une sociologie qui, pour l'échelle de la France, était celle du début des années 90. Quoi. Alors justement, on va peut-être prendre un peu de recul, quitter un peu la Loire-Atlantique. L'enjeu final, quand même, c'est l'Assemblée nationale. Et c'est pour les uns ou les autres avoir une véritable majorité. Est-ce que ça vous semble possible qu'une majorité claire et absolue se dégage à l'Assemblée nationale au lendemain du 18 juin, puisque c'est le second tour, le 18 ? Une question très difficile. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les outils de sondage prédisent que oui. Et en gros, les sondages aujourd'hui disent que La République En Marche aura une majorité de députés claire, nette, et que du coup, le président aura une vraie majorité pour mener son programme. Quoi. Honnêtement, si c'était le cas, il faudrait dire que c'est une performance incroyable d'être un candidat inconnu, débouler, gagner la présidentielle, créer un parti avec des gens jeunes, les amener à la législative et obtenir une majorité. Ce serait un phénomène complètement hors norme et très difficile à appréhender. En même temps, je suis prudent sur la manière dont les sondages fonctionnent et font des projections de postes. Je pense que c'est très compliqué, c'est très tôt pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc, je suis vraiment un tout petit peu plus prudent. Je crois simplement que, de toute façon, le mouvement a quelque part déjà gagné, au sens où il a complètement bousculé le paysage politique. Les autres acteurs vont être amenés à se redéfinir. Il y aura sans doute pour chacun des acteurs, aussi bien pour le Parti socialiste que pour les Républicains, une vraie forme de crise post-législative à gérer et qui sera sans doute durable. Donc de toute façon, ça autorise des marges de manœuvre, y compris de négociation. Si la majorité n'était pas complète, il y a quand même des possibilités pour pouvoir élargir la base ensuite, mais en même temps, du fait de cette situation de Capharnaüm un peu. Comment ça va fonctionner s'il n'y a pas une majorité concrète ? S'il y a plusieurs blocs, on pourrait imaginer un bloc En Marche, un bloc Les Républicains, un bloc socialiste et le Front National qui risque d'envoyer pas mal de députés à l'Assemblée. Ça redonnerait, à la limite, ça redonnerait plus de poids à l'Assemblée nationale et ceux qui auraient un pouvoir très important seraient les chefs de groupe à l'Assemblée nationale. Ça fait un peu 4e République. Oui, ça fait penser à la 4e, qui était parfois intenable et très instable aussi dans la prise de décision. Il y a un autre schéma possible, parce que soit il y a effectivement une négociation politique et un accord, et auquel cas, je suis d'accord, ça passe par, dans ce cas-là, les chefs, ou bien on fait au coup par coup, en s'arrangeant pour qu'en face, il y ait des abstentions. Donc en fait, on neutralise le fait qu'on est en majorité seulement relative, on le neutralise. Ça a été pratiqué par Edgar Faure, ça a été pratiqué par Michel Rocard à l'époque, en 88, parce qu'il n'avait pas de majorité. Donc il y a moins d'outils aujourd'hui à l'intérieur du Parlement pour le faire, mais malgré tout, c'est quand même jouable. Et dans ce cas-là, on compte sur le décision ou le soutien de quelques-uns sans passer par l'appareil. C'est possible, cette solution. Cette fois-ci, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Alors, une dernière question, alors un peu piège, mais en même temps, voilà, on a envie de l'entendre. C'est pour conclure. Si une circonscription devait basculer, là, en Loire-Atlantique, alors la bascule, vous allez me dire, il y en a déjà, puisqu'il y a plein d'étiquettes En Marche, même sur des députés sortants. Mais clairement, où le député sortant va perdre, quoi. Ça serait laquelle, Antoine ? Alors, voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est un pari. On n'est pas Madame Irma, ce n'est pas une science exacte. C'est l'occasion aussi de parler peut-être de circonscriptions dont on n'a pas parlé encore. Moi, je parlerai de la 2e circonscription de Loire-Atlantique. C'est la seule qui est 100% à Nantes. Elle a été aux mains de la droite il n'y a pas si longtemps que ça. Marie-Françoise Clergeau, la sortante socialiste. 4 mandats quand même. Voilà. La socialiste, oui, mais ne se représente pas. Donc, c'est Alain Robert, qui est adjoint au maire de Nantes et qui est aussi conseiller général qui se présente. Et moi, je pense qu'en face de lui, il a une sérieuse cliente qui est Valérie Oppelt, qui est une chef d'entreprise, qui est la référente départementale d'En Marche en Loire-Atlantique. Et dans cette circonscription, En Marche a fait un carton.
Il y a Pascal Chiron aussi qui est candidate pour Europe Écologie Les Verts. Pascal Chiron, elle va énormément gêner Alain Robert et sans doute le neutraliser. Donc, si je devais faire un pari, je dirais que... Ça serait sur celle-ci. À noter aussi qu'il y a Sébastien Pilard pour les Républicains dans cette circonscription. Et Carole Mallard pour la France Insoumise. La France Insoumise, notamment à Malakoff, a fait des scores très gros scores. Arnaud Leclerc, c'est quoi votre circonscription, vous qui basculerez comme ça? Alors, même chose, la science politique, c'est pas une boule de cristal. On n'a aucune espèce de lecture bien. Mais je ferai le même pari qu'Antoine. Je pense que c'est sur la deuxième où il y a une bascule possible, et pour les mêmes raisons. C'est-à-dire ce qui serait un coup de tonnerre. Il y a une concurrence politique quand même incroyable, avec des candidats lourds qui peuvent vraiment gêner le candidat du Parti Socialiste, qui est entre guillemets sortant, il prend la suite de Marie-Françoise Clergeau, avec une candidate En Marche qui est vraiment en position de force. Là, le score d'Emmanuel Macron premier tour de la présidentielle est considérable à cet endroit-là. Ça serait un coup de tonnerre, cette circo qui sortirait du giron du Parti Socialiste, non? Ce serait une très mauvaise nouvelle pour une certaine Johanna Rolland. C'est ça? Qui est maire de Nantes et qui se retrouverait déjà probablement avec un député En Marche dans la première et un député En Marche dans la deuxième, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'En Marche, vous l'avez dit, Arnaud, ça y est, ils ont gagné la présidentielle, ils sont en mouvement, ils vont créer une crise au PS et aux Républicains, mais ils pensent aussi aux municipales de 2020. Ceci dit, Johanna Rolland l'a déjà dit, elle réfléchit avec d'autres à reconstruire le parti auquel elle appartient, le Parti Socialiste. Bon courage. Merci. Phase de recomposition. Phase de recomposition. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et surtout, allez voter pour qui que ce soit, mais votez le 11 et le 18. À bientôt sur Télé Nantes.